Bonjour. Par un après-midi du mois de mai 1778, la reine Marie-Antoinette entre inopinément dans l'atelier de mécanique de son époux, le roi de France Louis XVI, et, en feignant un air courroucé, lui lance: Je viens, sire, me plaindre d'un de vos sujets assez audacieux pour me donner des coups de pied dans le ventre. Le roi, interloqué, la dévisage, les yeux ronds, puis, comprenant, éclate de rire. Cette année, 7 longues années après son mariage, il va enfin être père. Il fera taire ceux, de plus en plus nombreux, qui se gaussaient à la cour de son impuissance et mettaient en cause son autorité en même temps que sa virilité. L'annonce de sa grossesse allait donner désormais une consistance nouvelle à Marie-Antoinette dès lors qu'elle portait les espoirs de la dynastie des Bourbons. À son premier médecin, M. de la Saône, la reine déclare: Puisque Dieu, à ce qu'il paraît, m'accorde la grâce que j'ai tant désirée, je veux désormais vivre tout autrement que je n'ai fait. Je veux vivre en mère, nourrir mon enfant et me consacrer à son éducation. La jeune reine, tête avant, pour reprendre l'expression de son frère Joseph, dissipée, coquette, trop dépensière, ne pensant qu'à s'amuser, au point de se faire construire au Trianon une petite ferme modèle, un jouet grandeur nature, qui passait son temps à des futilités avec quelques amis fidèles, allait se donner tout entière à ses enfants et se comporter en mère responsable et exemplaire dans les épreuves qui ne tarderont pas à l'atteindre. Le 19 décembre 1778, l'enfant tant désiré arriva en grande pompe, en présence d'une cinquantaine de personnes émerveillées qui s'étaient engouffrées et jouaient du coude dans la chambre de la reine à Versailles. Il était presque impossible de remuer. Il faut savoir que les accouchements royaux, étaient publics, afin que personne ne puisse contester l'origine de l'enfant. L'accouchement fut difficile à cause d'une chaleur étouffante due essentiellement à la foule importante de témoins. Fort heureusement, le roi avait pris la précaution, dans la nuit, de faire attacher avec des cordes les immenses paravents de tapisserie qui environnaient le lit de Marie-Antoinette. Il est probable que sans cette précaution, ils auraient à coup sûr été renversés sur elle. Néanmoins, la reine finira par s'évanouir à cause de cette chaleur, et l'on entendit l'un des médecins à son chevet s'écrier tout à coup: De l'air! De l'air! Par pitié! Louis XVI eut alors la présence d'esprit de briser un carreau pour qu'un peu d'air frais pénètre dans la chambre, et aussitôt elle reprit ses esprits. Tirant la leçon de cette pénible expérience, quelques années plus tard, Marie-Antoinette aura le courage et la volonté de dissimuler les douleurs de ses contractions pour éviter d'accoucher en public, et c'est dans l'intimité, en parfait accord avec son mari, qu'elle mettra au monde ses autres enfants. En dépit de ces quelques problèmes, tout se passa bien pour la mère et l'enfant, et c'est l'ambassadeur d'Autriche, le comte Mercy Argento, qui le premier annonça à la reine Marie-Thérèse, la mère de Marie-Antoinette, l'heureux événement. Sacrée Majesté, je profite du courrier dépêché au baron de Breteuil pour annoncer très respectueusement à votre Majesté
que la reine vient de mettre au monde une princesse ce matin à 11h30. Les douleurs ont commencé à minuit et demi. Elles ont d'abord été peu considérables et avec de longs intervalles, même de repos et d'instants de sommeil. Les grandes douleurs suivies n'ont commencé que vers 8h et les os ont percé dans ce même moment. La reine a soutenu le mal avec un grand courage. J'ai vu cette auguste princesse dans les derniers moments de l'accouchement et encore quelques instants après. La violence qu'elle s'était faite pour ne pas se plaindre lui causa un léger mouvement convulsif dans les nerfs. On jugea convenable de la saigner, et l'accident se calma sur le champ. La reine est autant bien qu'il est possible de l'être dans ses premiers instants de son état, et son auguste enfant, qui est grand et fort, se porte à merveille. Je crois que votre majesté a tout sujet d'être hors d'inquiétude. La reine ne sait pas encore exactement le sexe de son enfant royal. Le prince de Lambesc partira cet après-midi pour porter à Vienne la nouvelle de cet événement. Le roi marque toute la joie et la sensibilité que lui cause la satisfaction de cette couche heureuse. La naissance du premier enfant du couple royal, qui sera prénommée Marie-Thérèse Charlotte, et que l'on appellera Madame Royale, pour ne pas la confondre avec Madame, épouse de Monsieur, frère du roi, s'accompagne de 1000 festivités à travers tout le royaume. Des prisonniers sont graciés, des messes célébrées dans toutes les églises de Paris et de province. De jeunes couples qui attendent un enfant reçoivent des trousseaux. D'autres, choisis pour leur beauté, sont invités à former une haie d'honneur pour accueillir la reine à Notre-Dame. Dans les rues de la capitale sont distribuées gratuitement des victuailles et même des pièces d'or. C'est partout une explosion de joie, et jamais sans doute les Français n'avaient manifesté avec autant de ferveur leur amour pour la monarchie, 11 années seulement avant la Révolution. La maternité opérera une métamorphose significative chez Marie-Antoinette, qui, au fil de ses grossesses, elle aura, après Madame Royale, 3 autres enfants au destin tragique, s'assagit, se lasse des intrigues et les dénonce même. Mais le peuple, hélas, n'en saura rien, et pendant longtemps l'histoire ne retiendra que l'image falsifiée d'une Marie-Antoinette frivole et ne songeant qu'à son plaisir. À la naissance de Madame Royale, une seule personne ne joindra pas sa voix au concert de louanges. C'est celle de sa grand-mère maternelle, la reine Marie-Thérèse, qui ne cache pas sa déception, car elle espérait un garçon. Louis XVI, de son côté, est très heureux, mais un peu inquiet, car il sait qu'il va lui falloir encore monter à l'assaut. La reine Marie-Thérèse mourra en novembre 1780 et ne verra donc pas la naissance de l'héritier tant attendu, Louis-Joseph, en octobre 1781. La petite Madame Royale est une enfant adorable, jolie comme un cœur, douce, gracieuse, vive et enjouée. Sa mère assigna à la gouvernante des enfants de France un cahier des charges très détaillé, nourriture variée, souci de la propreté, mais sans obsession du corps, respect et considération pour les serviteurs, apprentissage de la maîtrise de soi, dignité en toutes circonstances, générosité envers les autres, pratique de la religion et instruction poussée sur tous les sujets.
Elle avait personnellement souffert des lacunes de son éducation à la cour de Vienne, dues au laxisme de sa gouvernante. Éclaboussée par la banqueroute scandaleuse de son mari, Madame de Guéménée, qui occupait cette charge, dut quitter la cour et fut remplacée par la favorite de la reine, Madame de Polignac, amie fidèle qu'elle adorait et dont elle subissait l'influence néfaste avec la plus grande naïveté, ce qui prouvait d'ailleurs la profondeur de ses sentiments. Apparemment indifférente aux bienfaits, Madame de Polignac était en réalité cupide et orgueilleuse. Elle fit prendre à la reine des décisions politiques néfastes et des nominations de ministres souvent incompétents ou coupés de la réalité, qui contribuèrent à accroître son impopularité. On voit, écrira Mercy, les créatures de Madame de Polignac recevoir sans cesse des grâces pécuniaires au préjudice de ceux qui seraient en droit de les obtenir avec justice. En 1787, toute la cour applaudit au projet de Louis XVI et de Marie-Antoinette de marier Madame Royale, bien que celle-ci n'eût encore que 9 ans, à son cousin, Louis-Antoine, duc d'Angoulême, fils du comte d'Artois, frère du roi et futur Charles X, âgé de 13 ans. À cette occasion, une fête mirifique fut donnée à Versailles, au cours de laquelle les paroles furent échangées et le mariage fixé à l'époque où le jeune prince atteindrait l'âge désigné par les lois de la monarchie. Mais 2 ans ne s'étaient pas écoulés que la Révolution ébranlait le trône et compromettait l'existence même des membres de la famille royale. Après la prise de la Bastille, Louis XVI crut devoir éloigner ses frères et la reine éloigner ses funestes amis, dont les Polignac. Déguisée en femme de chambre, Yolande de Polignac prend place dans un carrosse où sont entassés son mari, la comtesse Diane, la duchesse de Guiche et l'abbé de Balivière. Marie-Antoinette, pour laquelle le départ de sa favorite est un véritable déchirement, n'a pas le courage d'y assister, mais à la dernière minute lui fait remettre 500 louis et ces quelques lignes sur un papier. Adieu, la plus tendre de mes amies. Que ce mot est affreux, mais il est nécessaire. Adieu, je n'ai que la force de vous embrasser. La disparition de Madame de Polignac sera vite remarquée à Versailles, et une foule commença à la rechercher. « Elle est encore à Versailles !» s'écrie un homme. « Elle est comme les taupes, elle travaille en dessous, mais nous serions piochés pour la déterrer. » D'autres parlent franchement de la tuer sans autre forme de procès. Marie-Antoinette, informée de cette agitation, se félicite de l'avoir convaincue de partir au plus vite. La frontière passée, les Polignac s'installeront à Vienne, la ville natale de la reine, et une correspondance pathétique s'échangera entre elles par l'intermédiaire du baron de Staël. Le 31 août, Marie-Antoinette lui écrit « Je vois que vous m'aimez toujours. J'en ai grand besoin, car je suis bien triste et affligée. Mais les adversités n'ont pas diminué ma force et mon courage. Je n'y perdrai rien, mais elles me donneront plus de prudence. C'est bien dans des moments comme ceux-ci que l'on apprend à connaître les hommes et à voir ceux qui sont véritablement attachés à vous ou non. Je fais tous les jours des expériences sur cela, quelquefois cruelles, mais d'autres bien douces,
car je retrouve tout plein de personnes vraiment et sincèrement attachées auxquelles je ne pensais seulement pas. Puis, elle interrompt sa lettre, et Madame Royale prend la plume. De la main de Madame Royale. Madame, j'ai été bien fâchée de savoir que vous étiez partie, mais soyez bien sûre que je ne vous oublierai jamais. La reine reprend ensuite sa lettre. De la reine. C'est la simple nature qui lui a dicté ces 3 lignes. Cette pauvre petite entrait pendant que j'écrivais. Je lui ai proposé d'écrire et je l'ai laissée toute seule. Aussi, ce n'est pas arrangé, c'est son idée, et j'ai mieux aimé vous l'envoyer ainsi. Adieu, mon cher cœur, vous savez combien je vous aime et que jamais je ne peux changer. 1000 choses pour moi, à votre mari, votre fille et Armand. Je les aime de tout mon cœur. Le départ de Madame de Polignac obligea la reine à choisir une nouvelle gouvernante pour ses enfants. Ce sera la marquise de Tourzel. Louise Félicité de Croix-d'Avray, marquise puis duchesse de Tourzel, contrairement à Madame de Polignac, n'est pas détestée par le peuple qui la connaît peu car elle était discrète, affable avec les gens et qu'elle ne se mêlait pas de politique. Elle fera preuve du plus grand dévouement envers le couple royal et ses enfants durant les années les plus violentes de la Révolution. Sa fille, Pauline, avait 7 ans de plus que Madame Royale et deviendra l'une de ses amies les plus proches. Emprisonnée en même temps que la princesse de Lamballe, elle échappera miraculeusement à la mort. Quant à sa mère, elle restera avec la famille royale jusqu'à son incarcération au Temple, puis sera emprisonnée et finira par émigrer après le 9 Thermidor, après avoir revu une dernière fois Madame Royale au Temple le 25 septembre 1795. Voici ce qu'elle écrivit à son sujet, peu après avoir été nommée gouvernante des enfants de France. Appelée par mon souverain à la place honorable de gouvernante des enfants de France, à l'époque où la Révolution commençait à prendre le caractère le plus effrayant, je reçus le précieux dépôt qui m'était confié avec la ferme résolution de consacrer ma vie à répondre à la confiance de leur majesté. La tendresse de la reine pour ses enfants lui faisait désirer d'être fréquemment avec eux. J'eus l'honneur d'approcher de très près cette noble et courageuse princesse, alors âgée de 10 ans, et d'apprécier ses grandes qualités. Avec les épreuves, la petite Marie-Thérèse Charlotte va mûrir très vite et fera preuve de beaucoup de courage, secondant sa mère avec efficacité et s'efforçant de la soutenir au mieux. Quant à Marie-Antoinette, après le décès du premier dauphin, Louis-Joseph, en juin 1789, elle se sentira encore plus proche de sa fille. Quelques jours après sa naissance, les yeux rougis de larmes, elle lui avait dit « Pauvre petite, vous n'étiez pas désirée, mais vous ne m'en serez pas moins chère. Un fils eût plus particulièrement appartenu à l'État. Vous serez à moi, vous aurez tous mes soins, vous partagerez mon bonheur et vous adoucirez mes peines. » Ah, sans doute ne pensait-elle pas alors prononcer des paroles aussi prémonitoires.
Marie-Thérèse Charlotte, la petite fille joueuse et espiègle, allait toujours être aux côtés de sa mère pour lui adoucir ses peines. Elle sera de toutes les aventures tragiques de sa famille et se comporta toujours avec dignité et courage, que ce soit lors de l'entrée des Parisiennes à Versailles les 5 et 6 octobre 1789 et le départ de sa famille sous la protection de Lafayette pour Paris et son installation aux Tuileries, ou au cours de leur tentative d'évasion en juin 1791, habillés en bourgeois, en compagnie de Madame de Tourzel, devenue pour la circonstance la baronne de Corfe, accompagnant ses deux enfants, en fait les deux enfants royaux, le dauphin Louis étant déguisé en fille, et leurs parents, le roi et la reine, jouant le rôle de leurs intendants sous le patronyme de Durand. Reconnus et arrêtés à Varennes, ils furent ramenés à Paris sous les huées de la foule. Ce voyage de retour, qui dura 4 jours alors qu'il avait fallu 24 heures pour aller à Varennes, fut un véritable supplice, relaté avec émotion par Pauline de Tourzel. Quel retour! Que de périls, que d'outrages, que de fatigues! Un voyage fait au pas par des routes encombrées d'une population hostile, sous les rayons d'un soleil brûlant. Les 3 commissaires de l'Assemblée, Latour Maubourg, Barnave et Pétion, avaient pris place dans cette voiture où l'on étouffait et où l'on était si à l'étroit que Madame Royale avait dû faire une partie du voyage assise sur les genoux de Pétion. Ce n'était que le 25 juin, à 7 heures du soir, qu'on était entré à Paris. Quelle morne et cruelle réception! Le triste cortège traversa l'avenue des Champs-Élysées, dont les allées étaient remplies par 300 000 spectateurs, dont aucun ne donna à la famille royale un témoignage de respect, pas même un signe de pitié. Les gardes du corps, assis sur le siège, avaient été l'objet des insultes les plus grossières. Et à peu de distance des Tuileries, il avait fallu l'intervention de la garde nationale pour préserver leur vie. Enfin, on était entré dans le jardin par le pont tournant, et le roi, avec toute sa famille, était devenu le prisonnier de M. de Lafayette, investi par un décret de l'Assemblée du gouvernement du château de la garde de la famille royale. Cette journée marquera profondément la petite Marie-Thérèse Charlotte. Elle entendit à ce moment-là son père prononcer dans un soupir ces paroles. « Il n'y a plus de roi en France. » Dans la foule, le général Thiébaut, observant le couple royal exténué et profondément abattu, rapportera qu'il semblait marcher au supplice. Et il ne croyait pas si bien dire. En octobre de la même année, le peuple se déchaîna de plus belle contre l'Autrichienne, accusée des pires horreurs. En juin 1792, le peuple envahit les Tuileries et la reine manque de se faire lyncher par la foule en colère. Pauline de Tourzel évoque l'état d'esprit des enfants royaux, et plus particulièrement de Madame Royale. Monsieur le Dauphin, malgré sa jeunesse, qui l'empêchait de sentir toute l'horreur de la situation, était touchant à voir. Ses yeux étonnés se portaient sur ses parents. Il ne parlait point. Il ne pouvait se rendre compte des émotions dont il était entouré, de celles qu'il ressentait. Mais par ses caresses au roi, à la reine, il prouvait qu'il devinait leurs souffrances, qu'il cherchait à les consoler. Madame Royale, plus âgée, sentait vivement les maux de sa famille. Pendant la journée du 20 juin, un garde national avait dit à la reine, en lui montrant la jeune princesse, « Quel âge a mademoiselle ?» La reine répondit, avec un accent
que je crois entendre encore, un âge où l'on ne sent que trop l'horreur de pareilles scènes. La reine disait vrai. Madame Royale avait été profondément frappée de ce qu'elle avait vu. Elle pouvait pressentir les suites funestes de la situation où nous étions. Son caractère devint sérieux. Elle perdit tout ce qui tenait à l'enfance et sembla dès lors associer son jeune courage à celui de sa mère. Mais le pire restait à venir. Le 13 août 1792, la famille royale était enfermée dans la sinistre prison du Temple, et Marie-Thérèse Charlotte laissera des mémoires émouvants sur la vie du Temple et les derniers jours de son père, puis de sa mère. Leur condition de vie était spartiate et ne cessera de se dégrader. Nous passions la journée tous ensemble, raconte Marie-Thérèse, frappée aussitôt par le manque de correction de la garde. Les municipaux étaient très familiers et avaient très peu de respect pour mon père. Il en restait toujours qui le gardaient à vue. La reine, Madame Élisabeth, la sœur du roi, et Marie-Thérèse n'ont plus de personnel, à l'exception de Jean-Baptiste Cléry, contraint d'assurer l'ensemble du service. Le 3 septembre, Madame de Lamballe est massacrée par la foule, sa tête exhibée dans les rues au bout d'une pique. La reine est pétrifiée, glacée d'horreur, notera Marie-Thérèse, qui relatera la nuit d'angoisse qui suivit. Ma tante et moi, nous entendîmes battre la générale toute la nuit. Nous ne croyions pas que le massacre durait encore. Ma malheureuse mère ne put dormir un seul instant. Ce ne fut que quelque temps après que nous sûmes qu'il avait duré 3 jours. Après l'abolition de la royauté et la proclamation de la Première République, le 21 septembre 1792, la situation des prisonniers du Temple se dégrade rapidement. En décembre, la Convention sépare le roi de sa famille. Son seul contact avec elle est désormais le fidèle Cléry et les petits billets que Madame Élisabeth parvient à lui transmettre. Ainsi, par exemple, le 15 décembre, elle lui écrit « Vos enfants sont tristes, mais se portent bien. » 4 jours plus tard, le 19 décembre, pour le 14e anniversaire de Marie-Thérèse, le roi lui fait parvenir par l'intermédiaire de sa sœur un petit message d'affection. « Ce que vous dites à votre fille pour le jour de sa naissance est touchant, lui répond Madame Élisabeth. Ému, Louis XVI confie à Cléry. Pauvre enfant, aujourd'hui son jour de naissance, et être privé de la voir. Mais le père réussit à marquer l'événement en lui offrant un almanach qu'elle désirait. Grâce au dévouement de Cléry, Louis XVI apprend un peu plus tard que Marie-Thérèse souffre du pied et s'en inquiète beaucoup, d'autant plus que les commissaires de la commune rechignent à appeler un médecin. Il me montra sa bonté ordinaire en s'informant avec soin de ma santé, rapportera Madame Royale. Plus tard, elle précisera « Le chagrin que j'eus augmenta mon mal au pied. On fit venir mon médecin, Brunière, et le chirurgien Lacaze. Ils me guérirent en 1 mois. » À la fin de l'année 1792, la situation du roi et de sa famille est de plus en plus désespérée, jusqu'à ce fatidique 20 janvier 1793 où Louis XVI, qui n'est plus que Louis Capet, vient faire ses adieux à sa famille. Ils s'embrassent. Madame Royale s'évanouit aux pieds de son père. Cléry se précipite pour la relever avec l'aide de Madame Élisabeth.
Le roi s'arrache des bras de la reine. Il promet de les revoir le lendemain, mais personne n'y croit vraiment. Toute la nuit, Marie-Thérèse est incapable de trouver le sommeil et voit sa mère, qui ne s'est pas déshabillée, trembler de douleur et de froid. Le lendemain, à 10h10, Louis XVI monte à l'échafaud. Des salves d'artillerie, des roulements de tambour et des hurrahs retentissent. Marie-Thérèse sait qu'elle vient de perdre son père. Les mois qui suivirent, les épreuves succédèrent aux épreuves pour les prisonnières. Le 3 juillet, le petit dauphin est séparé de sa mère. Marie-Antoinette lutte pied à pied contre les commissaires du Temple pour empêcher que son fils, qui s'est réfugié dans ses bras, ne lui soit enlevé. L'enfant hurle d'effroi, mais les commissaires restent insensibles. Le malheureux ne reverra plus sa mère ni sa sœur. La reine est épuisée et désespérée. Madame Élisabeth, consternée. Marie-Thérèse témoigne de cette période. Nous fûmes enfermés sous verrou. Les gardes ne venaient que 3 fois par jour pour apporter les repas et faire la visite des barres de fer des fenêtres, pour voir s'ils étaient en ordre. Nous montions sur la tour. Mon frère y montait tous les jours, et le seul plaisir de ma mère était de le voir passer de loin par une petite fenêtre. Elle y restait des heures pour guetter l'instant de voir cet enfant si chéri. Après Louis XVI, ce sera ensuite le tour de Marie-Antoinette de mourir sur l'échafaud, avec une grande dignité. Mais Marie-Thérèse n'apprendra sa mort que bien plus tard, comme elle l'indique dans son journal. Ma tante et moi, nous ignorâmes la mort de ma mère, et quoique nous ayons entendu crier par un colporteur qu'on voulait la juger sans désemparer, l'espérance qui est si naturelle aux malheureux nous fit croire qu'on la sauverait. Et elle ajoute, sans dissimuler son écœurement, « Nous ne pouvions pas imaginer l'indigne conduite de l'empereur d'Autriche qui laissait la reine, sa parente, périr sur l'échafaud sans faire des démarches pour la sauver. C'est pourtant ce qui est arrivé, mais nous ne pouvions pas croire à ce dernier trait d'indignité de la maison d'Autriche. » En détruisant la tour du Temple en 1803, les démolisseurs découvrirent sur le mur de l'antichambre des inscriptions tracées avec une aiguille par Madame Royale. Marie-Thérèse est la plus malheureuse personne du monde. Elle ne peut obtenir de savoir des nouvelles de ses parents, ni d'être réunie à sa mère, quoiqu'elle l'ait demandé 1000 fois. Par ailleurs, près de son lit, 2 lignes étaient crayonnées sur le mur. « Oh, mon père, veillez sur moi du haut du ciel. Oh, mon Dieu, pardonnez à ceux qui ont fait mourir mes parents. » Le long calvaire de Madame Royale se poursuivra jusqu'en décembre 1795, même si ses conditions de détention s'amélioreront avec la fin de la terreur. Elle put commencer à recevoir des visites, mais il fallait passer 7 guichets pour parvenir jusqu'à elle. Puis, on lui accorda une dame de compagnie, Madame de Chanterelle. Ébahie d'être appelée Madame et de pouvoir entreprendre une conversation avec quelqu'un, car depuis plus d'1 an, elle ne parlait plus à personne, elle écrira. Si l'on finit par mettre auprès de moi une personne qui ne soit pas un monstre,
je sens que je ne pourrai m'empêcher de l'aimer. Madame de Chantereine devint très vite une amie fidèle, qu'elle surnomma affectueusement Rainette. C'est elle qui lui apprendra la mort de sa mère et de ses proches. Elle prit soudain conscience qu'elle était l'unique survivante, et la rescapée du temple pleura pendant des heures. Enfin vint la délivrance. Le 18 décembre 1795, date à laquelle est échangée par le Directoire contre des prisonniers républicains détenus en Autriche, elle quittera enfin sa prison pour l'exil, non sans manifester son désarroi de quitter son pays natal, malgré les souffrances qu'elle y avait endurées. L'échange eut lieu quelques jours après, le 25 décembre, à Bâle, en territoire suisse. Les yeux embués de larmes, avant de monter dans la voiture qui allait la conduire en Autriche, elle se retourna et s'écria: « Je quitte la France avec regret. Je ne cesserai jamais de la regarder comme ma patrie. » Par ailleurs, elle continuait à en vouloir à l'Autriche, qui selon elle n'avait rien fait pour empêcher l'exécution de sa mère. Et voici à présent un poème, ou plutôt une romance, qui fut composée et publiée par un certain Jacques Leblé lors de sa sortie de la tour du Temple. Elle est intitulée « La jeune captive ». Quitte, jeune et belle captive, ces voiles mouillés de tes pleurs, et porte sur une autre rive tes intéressantes douleurs. Ou plutôt, de la tour obscure, lorsque tu vas enfin sortir, connais encore le plaisir et vois renaître la nature. Pour un instant de ton visage, le doux éclat s'est effacé. On n'a point vu pendant l'orage ton front par la crainte abaissé. Qui n'a pas gémi sur tes peines? Quel être en ce commun danger ne voulut rendre plus léger le poids odieux de tes chaînes? Dans de plus humaines contrées, va couler des jours plus heureux, et vers des ombres réservées, jette un regard moins douloureux. L'âme, de vertu embellie, respire au milieu des tombeaux. L'assassin, privé de repos, meurt dans le tourment de la vie. Tu sentiras la douce étreinte de tes infortunés amis. Tu pourras pleurer sans contrainte. Préviens l'effet de vengeance, désarme une aveugle fureur, puisque la justice et l'honneur, tu le vois, sont encore en France. Le 8 juin de la même année 1795, son frère, le petit Louis XVII, était mort dans son cachot infect et pestilentiel. Lorsqu'il fut informé par les agents royalistes qui surveillaient la France de l'étranger de la disparition de son neveu, le comte de Provence, frère du défunt roi Louis XVI, alors réfugié à Vérone, s'empressa de se faire proclamer roi sous le nom de Louis XVIII. Il adressa alors ce message dithyrambique aux Français. « Votre roi va vous parler avec toute la sincérité de son cœur. Écoutez sa voix, celle d'un père à ses enfants. Le repentir est une vertu. Embrassez-le et jetez-vous au pied du trône. Votre père vous pardonne, car il vous porte dans son cœur. Votre roi vous en assure, et c'est au nom de son aïeul Henri IV qu'il vous le promet. Français, levez-vous contre vos tyrans, et Dieu secondera vos efforts. »
ce ton condescendant, cette mansuétude envers eux et ce pardon accordé par la force des choses ne sont guère appréciés par les Français, même par ceux qui restaient attachés à l'ancien régime. Les royalistes eux-mêmes ne sont guère enthousiastes. Ils lui reprochent sa fuite. Quant aux royalistes émigrés, ils le jugent trop libéral. Son empressement laisse circonspect la plupart des États d'Europe qui tardent à le reconnaître. En fait, personne n'est dupe. Cet empressement est justifié par la fragilité de sa position. Il n'a pas d'enfant, et pas le moindre espoir d'en avoir avec une épouse lesbienne. Et c'est la raison pour laquelle il va tout faire pour récupérer au plus vite Madame Royale. Par sa seule présence à ses côtés, cette icône de la royauté peut lui conférer une sorte de légitimité par délégation. Elle qui possède en plus un caractère sacré du fait de son statut d'unique rescapé du massacre de la famille royale. Mais ce n'est pas évidemment l'argument qu'il avance en s'adressant à l'empereur François II. Il évoque son grand attachement à sa nièce et ajoute « Indépendamment de ma tendresse pour elle, que nos communs malheurs n'ont fait qu'accroître, elle est la seule qui ait pu recueillir de la bouche du roi, de la reine, de ma sœur, des paroles bien précieuses pour moi, et des volontés que je désire connaître le plus promptement possible afin de pouvoir remplir le devoir sacré de les exécuter. » Il faut bien en convenir, la réalité est tout autre. Louis XVIII n'éprouve aucune tendresse pour Madame Royale, fille d'un frère qu'il surnommait Gros Benet, et d'une belle sœur qu'il détestait. Il ne l'a pratiquement pas connue enfant, ne l'a pas vue grandir. Sous une apparente générosité, il ne se préoccupe que de ses intérêts. Par ailleurs, à Vienne, une rumeur susurre qu'elle jouira bientôt de revenus importants. Louis XVIII est conscient aussi du danger que peut représenter pour lui cette nièce en passe de devenir un personnage politique de premier plan. À la mort de l'enfant du temple, chez les royalistes qui sont divisés entre ceux de France, plutôt partisans d'une royauté constitutionnelle, et les émigrés qui songent au retour, un projet d'union avait semblé possible, dès lors que Madame Royale accéderait au trône dans une France pacifiée. Mais Louis XVIII se montre intransigeant, déclarant « Si ma couronne était de rose, je la donnerais à ma nièce. Elle est d'épines, je la garde. » Cette proclamation sonne comme une cinglante fin de non-recevoir. Quant à Madame Royale, elle ne se faisait guère d'illusions sur son oncle depuis longtemps, et à la lecture de sa déclaration, elle haussa les épaules et s'abstint de tout commentaire. En Autriche, elle occupe le rang d'une archiduchesse et elle est partout bien accueillie. Et l'empereur en personne s'était chargé de composer sa maison. Lui aussi n'est pas indifférent à la fortune de l'orpheline du Temple, héritière de ses parents, et il espérait ainsi pouvoir la marier avec son frère, l'archiduc Charles. Sans doute espérait-il en recueillir des avantages politiques substantiels, comme la récupération de la Lorraine. Voilà qui ne pouvait qu'alarmer davantage encore Louis XVIII. En mars 1796, comme il semble la considérer comme prisonnière en Autriche, Marie-Thérèse lui écrit « Au nom du ciel, je vous supplie de vous calmer et d'être bien persuadée que je ne suis pas captive.
On le dit parce que je ne vois personne, mais c'est moi qui ai demandé d'être seul. Il ne convenait pas, étant en grand deuil et dans ma position, de voir du monde. Si je l'étais, je le dirais tout de suite, et je ne resterais pas un moment tranquille. Mais cela n'est pas vrai. Vous me parlez de mon caractère. Je vous réponds qu'il ne se démentira jamais. Et si je reste ici à présent, je crois que c'est nécessaire pour quelques mois. Mais je ne perds jamais de vue le dessein de me réunir à ma famille, et ce dessein, s'il plaît à Dieu, s'exécutera cet été. L'archiduc Charles est parti ce matin pour l'armée. Cela doit vous rassurer. Quand il reviendra, je ne serai plus ici. Vous voyez bien qu'on n'a aucun dessein. Et Joseph est en Hongrie et ne compte pas venir ici de sitôt. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien à craindre. Mais l'été arrive. L'été arrive et rien ne semble vraiment bouger. Alors Louis XVIII recommence à harceler François II, mais aussi sa nièce, se présentant comme un père de substitution et s'efforçant de l'émouvoir. Mais il n'obtient que de l'agacement de sa part. Louis XVIII, qui se méfie de plus en plus de l'Autriche, veut obtenir au plus vite son consentement officiel pour un mariage qui l'obligerait à entrer définitivement de Bercail. Un mariage avec son cousin, le duc d'Angoulême, Louis-Antoine de Bourbon. Ce mariage était, on s'en souvient, un projet de ses parents en 1787. Elle ne le connaît pas et ne semble pas pressée de le rencontrer. Mais elle a fait part toutefois de son désir de l'épouser pour respecter le souhait de ses infortunés parents. Elle fera son devoir et respectera leur volonté. Elle rassure son oncle, mais lui laisse entendre aussi qu'elle n'est pas encore prête. À la fin de l'été, elle ne se sent pas bien. Son séjour de 3 ans et demi au temple et les épreuves qu'elle a subies l'ont marquée à jamais, comme en témoigne le comte de Fersen dans son journal. Je ne la crois pas heureuse. Elle pleure souvent. Elle est trop raisonnable et trop grande pour être traitée par tous comme une enfant et ne pas voir qui elle veut, surtout ceux qu'elle a connus et avec qui elle pourrait parler de choses qui l'intéressent. À la fin de l'année, elle est de plus en plus morose. Sa décision de rester dans le giron français a pour conséquence de l'isoler davantage, même si on continue à la traiter avec bonté et affection. Louis XVIII s'impatiente et veut qu'elle quitte Vienne, mais le contexte politique est particulièrement défavorable. L'armée française de Bonaparte préoccupe de plus en plus l'Autriche et Louis XVIII parcourt l'Europe en se lamentant. Enfin, c'est à partir du mois d'avril 1798 que les difficultés s'aplanirent grâce à l'influence du tsar de Russie Paul Ier, qui offre à Louis XVIII de résider au splendide palais de Mitau en Courlande, dans l'actuelle Lettonie, et négocie avec François II le départ de Vienne de Marie-Thérèse. Celle-ci quitte donc Vienne en mai 1799, accompagnée d'Henriette de Choisy, de Hue, de sa femme et de Jean-Baptiste Cléry, les plus fidèles des fidèles. Elle arriva à Mitau, où Louis, très ému et soulagé, pour exprimer son bonheur, la serra dans ses bras et lui présenta le duc d'Angoulême. Celui-ci n'est guère séduisant, avec ses bras trop longs et ses jambes trop maigres. Il ne possède pas le charme qui constituait le meilleur atout de son père, mais il est aimable
et sous sa timidité maladive se cache une belle intelligence, une rare bonté et un cœur loyal. Saisissant en tremblotant la main de sa cousine, il la baisa et la couvrit de larmes. Bien que déçue par son physique, Marie-Thérèse apprendra à apprécier ses qualités et, à défaut d'amour, lui témoignera de beaucoup d'affection. Le mariage est célébré quelques jours plus tard, le 10 juin, au château de Mitao. Un bien singulier mariage, surréaliste à bien des égards, et lugubre, en dépit des sourires et des efforts de chacun pour paraître un tantinet joyeux. Un mariage où les fantômes des morts décapités ou lapidés par la foule étaient plus présents que les vivants et hantaient leur mémoire. Un mariage au cours duquel, il faut toutefois le signaler, pour la première fois, depuis bien longtemps, Marie-Thérèse esquissa à plusieurs reprises un sourire triste. La cérémonie se déroula dans une grande galerie du château et Albert Nettement, auteur en 1859 d'une biographie de Marie-Thérèse de France, nous la relate en ces termes. Cette galerie offrit ce jour-là le spectacle frappant des vicissitudes des choses humaines. À 400 lieues de France, devant un hôtel disposé à la hâte, dans une salle du château des anciens ducs de Courlande, à laquelle des branches de verdure et de lilas entrelacées, de lys et de roses donnaient seules un air de fête, une petite fille et un petit-fils de Louis XIV unissaient leur destinée. C'était un roi de France banni qui conduisait son neveu à l'autel, et une reine de France exilée qui servait de mère à sa nièce que la Révolution avait rendue orpheline. Un Montmorency, cardinal et grand aumônier de France, proscrit comme ses maîtres, donnait la bénédiction nuptiale aux jeunes époux. Et pour que rien ne manquât, le témoin du grand martyre du 21 janvier, l'abbé Edgeworth, celui qui avait été à côté de l'échafaud du Père, se tenait auprès du prie-Dieu de la fille de Louis XVI dans ce moment solennel. Enfin, le tsar signait au contrat, et c'était dans les archives du Sénat que la minute de l'acte de mariage de ces deux descendants de Louis XIV était déposée. Avec ce mariage, Madame Royale s'éclipsait, et une nouvelle vie commençait pour Marie-Thérèse Charlotte de France, désormais duchesse d'Angoulême. Le soir même, en ouvrant le coffret du collier de diamants offert par Paul Ier, elle découvrit une lettre qui l'émut aux larmes. Vos malheurs, vos vertus et votre courage héroïque vous assurent à jamais l'estime et l'intérêt de tous les êtres pensants et sensibles. Soyez heureuse au sein de votre famille qui vous chérit, et ne quittez mes états que pour rentrer en France et n'y voir que le repentir d'une nation qui pleure les crimes des scélérats qu'elle a eu le malheur de produire. Pendant un peu plus d'1 an, le duc et son épouse goûtèrent en paix le bonheur que cet événement leur avait procuré. Mais toujours en exil. Un exil doré, mais un exil, car ils ne pouvaient pas entrer en France. Louis-Antoine adorait son épouse, et toute sa vie, il fera tout pour assurer son bien, mais il ne put jamais lui donner des enfants, ce qui sera le regret de sa vie. En réalité, il n'en fut pas responsable. Les privations,
Les angoisses et les mauvais traitements subis au temple ont vraisemblablement bouleversé le métabolisme de Marie-Thérèse, la privant de la possibilité d'enfanter. Après leur mariage, la fin de cette année 1799 ne fut pour eux qu'une pause. La politique du tsar prit en effet une orientation nouvelle, en se rapprochant de Bonaparte, qui se proclama empereur des Français et se fit du tsar Paul Ier un allié. Ce changement d'alliance contraignit Louis XVIII et sa cour à reprendre sa vie errante à travers l'Europe, suivi du duc et de la duchesse d'Angoulême, ex-madame royale. Ils quittèrent donc Mito pour Varsovie, puis enfin pour Londres, où Louis acheta le domaine d'Hartwell, non loin de Londres. Tandis que son époux guerroie contre Napoléon à la frontière espagnole, la duchesse d'Angoulême s'efforce de faire bonne figure à son oncle, avec lequel elle s'entend toujours aussi mal. À la chute de Napoléon, après la désastreuse campagne de Russie, les regards de toute l'Europe se tournèrent alors vers Hartwell. Le duc d'Angoulême crut alors de son devoir d'empêcher les Alliés, dans la mesure du possible, d'abuser de la victoire et de montrer à la France que les Bourbons ne rentraient pas en France dans les malles de l'étranger. 17 années après son autoproclamation, Louis XVIII, le frère du malheureux Louis XVI, entra enfin en France par Saint-Jean-de-Luz, où son ancêtre, le roi Soleil, s'était marié et où il savait trouver un parti royaliste et des fidèles bien organisés. Et de là, il lança à l'armée française la proclamation suivante. J'arrive, je suis en France, dans cette France qui m'est si chère. Je viens briser vos fers. Je viens déployer le drapeau blanc, le drapeau sans tache que vos pas suivaient avec tant de transport. Marchons tous ensemble au renversement de la tyrannie. Soldats, c'est le petit-fils de Henri IV. C'est l'époux d'une princesse dont les malheurs sont sans égal, mais dont tous les vœux sont pour le bonheur de la France. C'est un prince qui, oubliant ses peines à l'exemple de votre roi pour ne s'occuper que des vôtres, vient avec confiance se jeter dans vos bras. Enfin, le 4 juin 1814, il entra dans Paris, la duchesse d'Angoulême assise à ses côtés dans le carrosse royal, et il traversa la Seine sur le pont Neuf en grande pompe, sous les acclamations du peuple de Paris, des acclamations davantage destinées à sa nièce, dont il avait fait son héroïne, qu'à lui-même. Après sa mort, 10 ans plus tard, son frère, le comte d'Artois, père du duc d'Angoulême, devint roi sous le nom de Charles X. À 67 ans, en 1824, il fut le roi de France qui monta sur le trône à l'âge le plus avancé. Après 6 courtes années d'un règne décevant, il est chassé par la Révolution de 1830. Tout se passa d'ailleurs très vite. Le soir du 30 juillet, dans le château de Saint-Cloud, ce fut l'angoisse pour lui et sa famille. Paris était en ébullition. Le 3 août, Charles X abdiqua en faveur de son fils, le duc d'Angoulême. Et, ce que la plupart des gens ignorent, pendant 20 minutes, entre l'abdication de Charles X et celle du duc d'Angoulême en faveur du duc de Bordeaux qui devint Henri V, Marie-Thérèse Charlotte, Madame Royale, la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, sera reine de France. La dernière reine de France de notre histoire. Cependant, la situation ne cessait de s'aggraver.
Les troupes royales tenaient encore les ponts de la Seine, mais d'un moment à l'autre, Saint-Cloud pouvait être envahi et il fallait donc partir au plus vite. On décida donc d'aller à Rambouillet. Oh, la Révolution n'irait jamais jusque-là. Mais déjà, il fallait commencer à se serrer la ceinture. Pour payer les dépenses de bouche de sa maison militaire, le roi en fut réduit à vendre son argenterie. C'était le début de l'exil avec ses misères. Nul n'osait pourtant prononcer ce mot. À Rambouillet, Marie-Thérèse, que la Révolution avait surprise en Bourgogne et qui était parvenue à rejoindre la cour fugitive au moyen d'un déguisement, retrouva Charles X, qui aussitôt s'avança vers elle, les bras tendus, et les sanglots se mêlèrent à ses premiers embrassements. La princesse, elle, depuis longtemps, ne pleurait plus. Après Rambouillet, il fallut partir encore. La cour en fuite arriva au château de Maintenon. Charles X apparut accablé, la tête penchée sur sa poitrine. Et dès le lendemain, il dut congédier sa garde et ne conserva pour escorte que sa maison militaire. Puis, de nouveau, à 10 heures, le bruit sourd des canons s'approcha et l'ordre de départ fut donné. Pour la duchesse d'Angoulême, ce sont de bien tristes souvenirs qui remontent brusquement à la surface. Et à nouveau, la perspective de l'exil. C'est elle qui parut la première au seuil du château. Elle était en grand deuil. Le deuil qu'elle n'avait d'ailleurs jamais vraiment quitté depuis le temple. Et alors là, un phénomène inouï se produisit et un murmure courut. Elle pleure. La fille de Louis XVI pleurait en effet. De grosses larmes coulaient sur ses joues. Elle tendait ses mains dégantées aux officiers massés autour du perron. Tous se pressaient pour y déposer un baiser, et l'on percevait parmi ses sanglots sa voix rauque disant « Mes amis, soyez heureux !» Elle avait un vieux chapeau poussiéreux, une robe fripée, la mantille de travers. Sa mise était à ce point exempte de coquetterie qu'elle paraissait négligée. Elle monta dans un premier carrosse avec son mari, nerveux, rogue, crispé, en uniforme de cuirassier. Une seconde voiture reçut la duchesse de Berry et ses 2 enfants, puis le roi, impassible, la bouche contractée. D'étape en étape, même les plus optimistes parmi les proches du roi, sans oser le dire, étaient désormais persuadés que la royauté agonisait lentement. À Valognes, le roi, brisé, tenta de s'adresser à la foule depuis le balcon de l'hôtel de M. de Ménildo qui l'avait accueilli. Et il essaya de parler, mais il ne put pas. Il fit signe que la parole expirait sur ses lèvres et il se retira. Le lendemain, 16 août, la cour fugitive entama sa dernière étape. Le roi décida qu'il la ferait à cheval. Bientôt, on découvrit la mer. Un navire l'attendait à Cherbourg. Tandis que s'échangea un dernier adieu, on porta les malles à bord. En une demi-heure, tout fut prêt. Le vaisseau, remorqué par un vapeur, se dirigea lentement vers la mer. Ses voiles gonflées et blondes sous la lumière du jour étincelant le poussaient vers l'Angleterre. À son bord, Marie-Thérèse voyait s'éloigner les côtes françaises. Et, dit-on, pour la seconde fois en quelques jours, elle pleura. Cet exil, ce fut donc l'Angleterre, puis de nouveau l'Autriche.
L'ex-roi Charles X disparaîtra en 1836, puis son fils Louis-Antoine, duc d'Angoulême, à l'âge de 68 ans. Deux regrets assombrirent ses derniers instants, celui de quitter sa chère épouse et de ne pas lui avoir donné d'enfant. En 1845, elle s'installera à Froschdorf, dans un petit château qui lui rappelle Vienne, où elle achèvera sa vie paisiblement, dans la plus grande discrétion, et s'éteindra le 19 octobre 1851, à l'âge de 72 ans et quelques mois. Mais on continua à parler d'elle pendant longtemps, et surtout du mystère qui l'entourait déjà de son vivant depuis de nombreuses années. Dès 1825, circulèrent en effet d'étranges rumeurs la concernant qui n'iront qu'en s'amplifiant. Lors de l'échange de Bâle du 25 décembre 1795, on aurait substitué à la princesse une autre jeune fille qui, après avoir épousé le duc d'Angoulême, aurait joué en France le rôle de la vraie duchesse d'Angoulême. Dans de précédents récits sur l'enfant du Temple, j'ai évoqué les rumeurs de survivance du dauphin Louis XVII et le rôle de la femme Simon dans une possible substitution. Comme ces rumeurs, celles concernant sa sœur aînée rencontrèrent un écho important et elles se cristallisèrent sur la figure énigmatique de la comtesse des Ténèbres. La comtesse des Ténèbres. Qui était donc cette femme mystérieuse que l'on appela la comtesse des Ténèbres? Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, car elle fera l'objet d'une très prochaine rencontre. Je vous